Eh? Oh! Quoi? Mais mec, ça fait genre 15 fois que je t'appelle et tu réponds pas. Faut arrêter de déconner quand même. Faut absolument que je te parle d'un truc. Genre... Ops! Hobbes donc, tu connais ou pas? Un peu. C'est le mec du Léviathan, c'est ça? Ouais, c'est le mec du Léviathan. Ok, bah... Après, j'en connais pas beaucoup plus, donc vas-y, lance-toi. Pas de soucis, Ouistiti. Hobbes, c'est un philosophe anglais du XVI-XVIIe siècle, qui a du coup vécu en même temps que Descartes, et avec lequel il a d'ailleurs correspondu. Ils sont un petit peu clashés, c'est assez connu, mais là en fait, j'étais en train de lire le Léviathan et il y a ce texte mais incroyable où il parle des femmes et il faut que je t'en parle parce que c'est juste dingue. Ok. Écoute, tu vas voir. Tu sais de quoi parle le Léviathan ou pas? Ouais, je crois que je sais de quoi ça parle. Le Léviathan, c'est le bouquin qui parle de l'État, c'est ça? Où le mec il légitime la tyrannie. Bah... tu amplifies un petit peu trop quand même, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait. On en reparlera, mais là où t'as raison par contre, c'est qu'il est connu pour sa théorie politique et contractualiste de l'État. Contractualiste parce qu'il pense que l'État est le résultat... Et le résultat d'un contrat? Ah bah tu t'y connais. C'est vrai. Un contrat de tous avec tout le monde pour sortir de l'état de nature. Bah... mais c'est l'enfer du coup dans l'état de nature ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah pour Hobbes, oui. Parce que pour lui, c'est le souverain qui crée le droit. Avant, le droit n'existe pas. Et donc, dans la nature, tout le monde peut faire absolument tout ce qu'il veut à tout le monde. Ah oui. Donc, chez toi, ça n'existe pas. Et tu peux rien posséder non plus. Limite, tu t'appartiens même pas en fait, c'est ça? C'est ça. Parce que comme chacun a les droits sur tout le reste, toi-même, tu ne t'appartiens que dans la mesure où tu es capable de te défendre. Et donc si y a quelqu'un qui est plus fort que toi, contre lequel du coup tu ne peux pas te défendre, et bah tu lui appartiens s'il te revendique, parce que de toute façon, si tu essayes de t'enfuir, il te tue. Donc ça pose un paquet de problèmes. Et tu peux rien posséder non plus en effet, parce que c'est le souverain qui crée la propriété. Ouais d'accord. Donc c'est assez rapidement la merde en effet. Ouais. Du coup tu comprends pourquoi il faut un contrat, c'est vraiment que l'état de nature est absolument invivable. Bah ouais, je saisis du coup, et du coup... le contrat, c'est ce qui met en place la tyrannie, c'est ça? Bah, arrête avec ton tyran. Je t'ai dit que non. C'est un contrat de tous avec tous les autres pour instituer un souverain. Chacun aliène son droit de se gouverner lui-même en échange de ce que tous les autres aliènent aussi leur droit de se gouverner eux-mêmes. Et alors le droit de se gouverner de tout le monde revient dans la main d'un seul, le souverain. Enfin, je dis un seul, mais ça peut être... un homme, une assemblée. Il y a plusieurs possibilités. On a la démocratie, on a la monarchie de type absolu et la monarchie de type parlementaire. Mais Hobbes, il préfère la monarchie absolue. Qui du coup est un tyran. Je suis désolée. Et qui n'est donc pas un tyran, mais tu y tiens. C'est vraiment fatigant. Je vais te dire pourquoi ça peut pas être un tyran. Enfin, pourquoi c'est presque... impossible que ce soit un tyran et puis comme ça tu vas me lâcher la grappe. Oh oh, t'excites pas ma gueule. C'est bon. Vas-y. Ok. Tyran étymologiquement ça veut dire quelqu'un qui a obtenu un pouvoir absolu en s'en étant emparé par la force. Or s'emparer du pouvoir par la force c'est seulement une des deux façons d'accéder au pouvoir pour le souverain. Pour Hobbes. Parce qu'il y a l'état par acquisition et l'état par institution. Donc, le tyran, il ne rentrerait éventuellement que dans la case du souverain par acquisition. Et encore, c'est pas dit. Parce que, bah, même si c'est le résultat d'une victoire pour le tyran, la deuxième raison pour laquelle c'en est pas vraiment un, c'est que toi, quand tu penses tyran, tu penses totalitarisme et tu penses régime injuste. Et chez Hobbes, c'est absolument pas ça et c'est impossible que ce soit ça. Parce que, pourquoi
régime hobbesien ne peut pas être injuste, c'est parce que précisément c'est le souverain qui crée la justice. Donc avant qu'il y ait le souverain, elle n'existe pas. Comment est-ce qu'elle peut être par conséquent injuste, puisque c'est le souverain qui crée la justice et qui donc définit la justice dans ses propres termes, qui sont normalement conditionnés par un tas d'autres trucs, la raison naturelle, etc. Mais en tout cas, c'est lui qui le fait. Donc même si c'était un tyran, le qualificatif injuste, on n'est pas sûr qu'on puisse vraiment l'employer. Parce que c'est le souverain qui rend la justice possible. Parce qu'il crée la propriété, c'est ça ? La justice n'existerait pas en soi, mais c'est le souverain qui la produit en créant la propriété. Bingo. Et du coup, c'est pour ça que c'est impossible qu'il soit injuste. Parce que même s'il était injuste, s'il est injuste, son problème, c'est qu'il ne dure pas. Or, tout pouvoir absolu est fait pour durer. Je veux dire, celui qui veut le pouvoir, il ne le veut pas pour 2 jours. Il le veut pour des années. Voire pour jusqu'à sa mort. Et donc, du coup, il doit être juste, parce que s'il est injuste, il ne dure pas. C'est ça l'idée de Hobbes, en fait. Hobbes conçoit l'État comme un être vivant, comme un organisme. Il dit, dans son introduction, il dit que le Léviathan est comme un homme artificiel. Donc on est vraiment sur une sorte de corps humain, et ça veut dire que comme tous les organismes, il peut mourir. Même si dans le Léviathan, on a une fiction juridique qui dit qu'on doit le considérer comme immortel. Mais c'est une fiction juridique. Il peut mourir. Et on le sait. Mais ça veut dire du coup qu'il a des conditions d'existence. Ça veut dire que le jour où il n'est plus capable d'assurer sa survie, par exemple en nourrissant ses parties, donc si on doit poursuivre la métaphore en nourrissant sa population, donc en donnant de la nourriture à ses différentes cellules de Léviathan, il va mourir. Donc on va retourner à la guerre civile, et Hobbes s'écrit pendant la guerre civile. Et son enjeu, c'est la paix. Et ça implique un paquet de choses, la paix. Ça implique notamment que tout le monde ait quelque chose dans le bide. Des trucs comme ça. Et si l'État n'assure pas ça, on retourne à la guerre. Parce que si on n'assure pas ça, il va y avoir une nouvelle force contestataire qui va s'instituer et qui va prendre sa place. D'accord, ok. Non, je saisis, mais du coup, j'imagine que tu passes les détails et blablabla, mais ce que je saisis pas, c'est quel est le rapport avec les femmes. Parce que là, rien à voir. Il n'y a rien à voir. T'as raison, pardon, je digresse. Mais t'es quand même un sacré gueux. Parce que c'est toi qui m'as fait digresser. Donc ça va la mauvaise foi quand même? Elle est à l'aise là? Ouais? Bon allez. Je te laisse lire le texte si tu veux ou l'écouter. Et puis on se retrouve après, ok? C'est bon? Good! Le texte parle de l'autorité et spécifiquement de l'autorité parentale. Et avant de parler de tout ce qu'il a dit sur le sujet, il faut que je te parle absolument de ce qu'il dit sur la différence entre les hommes et les femmes. Oui, quand il parle de la guerre, c'est ça, cette phrase-là, qui est complètement alambiquée. C'est bien celle-là? T'as raison, elle est hyper alambiquée cette phrase, mais t'inquiète pas, je suis là pour ça, donc je vais essayer de te la rendre un petit peu plus claire, parce qu'il faut absolument que je t'en parle et que tu la comprennes, elle est trop importante. Alors, c'est parti. Hobbes, dans cette phrase, il commence à détruire en fait l'idée que les hommes et les femmes sont par essence inégaux. Comment il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Ça c'est... Oh! Ça dans Hobbes c'est absolument formidable. C'est une idée hyper importante. Pour Hobbes, la guerre ne naît pas d'une inégalité. La guerre elle naît d'une égalité. Et ça c'est dingue. C'est-à-dire que là pour la question des hommes et des femmes, il dit que c'est pas parce que les hommes sont plus forts que les femmes qu'il y a eu une guerre puis pouvoir des hommes sur les femmes, mais c'est parce que les hommes et les femmes sont égaux qu'il y a eu une guerre et pouvoir. Et ça, ça renverse tout, ça c'est absolument incroyable. C'est ça, c'est que c'est une relation de subordination qui arrive à partir d'une égalité en réalité. D'où est-ce qu'en fait il est parti... Enfin, à partir d'où en fait il mène cette réflexion, c'est que lui là il va considérer la famille et la parentalité, et il est confronté à quelque chose qui semble un peu paradoxal. C'est qu'à la fois il a un principe qui dit qu'on ne peut avoir qu'un seul maître. Et il est confronté au fait que dans la famille c'est le père qui a l'autorité. Et ça c'est étrange pour Hobbes. Pourquoi c'est étrange? C'est étrange parce que c'est la mère qui nourrit son enfant. Et donc par conséquent ça devrait être elle qui a l'autorité parce que c'est physiquement et physiologiquement à elle que son enfant doit la vie. Sauf que là, c'est le père. Bon, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas trop, Hobbes il se demande, blablabla, et puis là, il arrive et il conclut. Il y a une division sociale de l'autorité, oui, on ne peut avoir qu'un seul maître. La raison
est greffé à sa théorie politique, à savoir que pour lui, une fois que si l'autorité se disperse, peut y avoir des conflits et donc remise en question de l'autorité. Elle va revenir aux hommes. Pourquoi? Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et toi, tu attends, tu attends, tu attends. Mais il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il arrive et puis qu'est-ce qu'il fait? Il trouve. Et là, il se dit, mais c'est parce que c'est l'État en fait. L'État est dirigé par des hommes et donc dans la famille, c'est l'autorité qui reviendra à des hommes. Il dit qu'il a fallu trancher par la loi civile et que la loi civile a tranché en faveur des hommes. Non pas parce que ils étaient meilleurs, je sais pas moi, ça aurait pu, mais parce qu'ils étaient meilleurs dans la gestion de l'autorité ou je sais pas quoi, mais au contraire parce que l'État est dirigé par des hommes. Et c'est ça en fait qui est complètement fou. C'est parce que on est au XVIIe siècle et le mec il dit que la justification de l'autorité donnée au mâle, c'est juste que l'État est établi par des mâles. C'est une simple reproduction dans la famille de la structure de l'État. Et ça, oh, ça c'est énorme. Ça, mais c'est, oh la... Bah, tu vas te calmer, ouais. Je suis désolée, je m'emporte, mais je trouve ça dingue parce qu'en fait, ça veut dire que le mec il prend acte quasiment un siècle avant d'un des principes qui va être proposé par les autrices féministes, les premières disons de la grande histoire. Donc je rappelle, elles sont pas encore nées quand Hobbes écrit parce que Mary Wollstonecraft elle est née en 1759 alors que Hobbes il est mort en 1679 et donc il reprend l'un de leurs premiers principes qui est que le personnel est politique. Et en fait, ça c'est immense parce que je dis pas que le mec est féministe avant l'heure parce que non, il est sexiste comme tout le monde, que il pense cette relation-là et tout ça, mais malgré tout son modèle de la famille c'est un modèle monogame et puis hétérosexuel. Donc non, il y a évidemment des limites, mais je lui reconnais cette chose immense qui est qu'il a pensé quelque chose d'extrêmement fort en fait. Et qu'on retrouve du coup chez lui certaines idées qui seront des principes du féminisme plus tard. Et en plus, on n'est pas que sur la question du rapport de domination homme-femme, tu vois. Le mec, il a aussi un discours fou du point de vue de la parentalité. Oui, je l'ai vu, ça, c'est vrai que c'était assez étrange. Donc en fait, il dissocie l'autorité parentale de la filiation biologique. Et puis il dit que l'autorité revient au père parce qu'on peut avoir qu'un seul maître et parce que c'est toujours été comme ça. On a tout le temps fait comme ça. Dans l'État, ce sont les hommes qui dominent et donc ça revient dans la famille. Et dans le cas où il n'y aurait pas de père, l'autorité du coup reviendrait à la mère parce que elle peut nourrir son enfant. Et d'ailleurs, à la base, naturellement, ce serait à la mère que ça revient parce que c'est la mère qui nourrit son enfant et pas le père. Et dans le cas où il n'y aurait pas de mère, il précise aussi que du coup, l'autorité parentale reviendrait à n'importe qui nourrit l'enfant qu'on lui a donné, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça. Et du coup, le mec, niveau parentalité et adoption, il en voit clairement du fat. Est-ce que c'est étonnant? Après, ça m'a retourné quand je l'ai lu, mais je me dis, le mec, il écrit au XVIe siècle, il écrit en guerre civile. Donc, il y avait sûrement beaucoup de parents qui mouraient, beaucoup de gamins qui mouraient, et beaucoup de gamins qui traînaient. Et qui, du coup, n'avaient pas forcément de parents. Donc, la parentalité biologique, je sais pas si elle était importante, et voire je me demande si c'est pas un concept en réalité hyper bourgeois, tu vois, hyper tardif. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Bourgeois? Tu veux dire né au 18e? Bah... honnêtement, je sais pas encore jusqu'où remonter. Mais enfin, je veux dire, c'est vraiment qu'une hypothèse. Mais en gros, le côté filiation biologique, si ça se trouve, c'est né seulement à partir du moment où il y a eu des lignées à préserver, tu vois. Franchement, je pense que tu peux remonter carrément plus loin avec une idée pareille, parce qu'on peut même remonter jusqu'à la féodalité, dès le moment où il y a eu des hiérarchies avec des sortes de lignées et tout ça. Par ailleurs, les noms et tout ça, c'est pas arrivé en même temps que les villes et les différents registres qu'il y a eu avec notamment les institutions de l'église et puis l'arrivée, donc, enfin, les registres des baptêmes et tout ça, non? Enfin, je sais pas, faudra demander à l'église peut-être. Écoute, à voir, hein, franchement. De toute façon, on spécule là, donc autant revenir à Hobbes, non? Parce qu'il est quand même ouf. Puis je veux dire,
le type parle des Amazones, quoi. Enfin, c'est immense, genre dans sa démarche, il pense lui-même à se sortir d'un cadre de pensée occidental. Il veut se sortir comme ça de son Occident. Il a une démarche vraiment qui passe par l'anthropologie. Et même si c'est doux et amer et hyper ironique, parce que bah, tout ça, forcément, il le doit au début de la colonisation, je trouve que c'est immense d'avoir cette espèce de décentrement, tu comprends? Parce qu'il aurait très bien pu, justement, enfin, tu sais, arriver et puis considérer ça un peu à la Rousseau, à la Truelle, mais le côté bon sauvage et tout ça, alors que là, lui, non, il arrive et puis il essaye plutôt scientifiquement, et ça c'est un des points majeurs de Hobbes, c'est que lui il essaye vraiment d'avoir une sorte de théorie scientifique de l'état, de la politique, et donc il commence par avoir une sorte d'anthropologie à ambition quasi scientifique de ce qu'est l'humanité. Parce que comme ça va être déductif, il faut que ces principes soient carrés. Et ça lui donne une certaine rigueur qui lui a donné du coup ce décentrement. C'est con hein, mais du coup... lui aussi il s'inscrit dans les réflexions de l'état de nature et du coup en effet tout ça, toutes les réflexions sur l'état de nature, enfin la plupart en tout cas, mais ça commence malgré tout quand même beaucoup avec la colonisation. C'est quand même la loose, c'est quand même grave la loose. Mais le mec était malgré tout très balèze parce qu'entre sa méthode qui change et qui passe par l'anthropologie et puis son discours sur l'autorité parentale qui revient directement à la personne qui nourrit l'enfant, c'est incroyable, même si c'est adossé à une théorie de la domination particulière et puis du coup patriarcale, mais en même temps il justifie ce terme de patriarcat-là, non pas à partir d'une inégalité essentielle, mais au contraire d'une égalité essentielle. Donc du coup, même ce mouvement-là, il est quand même assez incroyable. Ouais, et puis la différence entre les hommes et les femmes pensée à partir d'une égalité radicale qui a donné lieu à une guerre, et puis la structure de la famille pensée le long de la structure de l'État. Le mec est dingue, quoi. C'est juste ouf. Et du coup, il a pensé la tyrannie ou pas? Parce que tu m'as expliqué, mais est-ce que ça tient maintenant avec les totalitarismes? Honnêtement, je sais pas quoi répondre. Le truc, en fait, qui fait que c'est hyper difficile, logiquement, de penser une rébellion qui soit légitime dans le Léviathan, c'est toute une théorie entre le fait d'être auteur de ses actions ou non. Et je vais pas la développer ici, mais il y a tout un truc là-dessus qui fait que c'est hyper difficile de se rebeller sans soi-même commettre soit une contradiction, soit une injustice envers tout ce qu'on a établi. Et on l'a dit, comme le Léviathan c'est une sorte d'humain géant, enfin il est conçu comme une sorte d'humain géant, il a des conditions d'existence et des conditions de maintien de son existence, qui ont affaire en fait au fait que le droit civil dans Hobbes, il vient en fait rendre possible l'exercice à la fois de la raison naturelle et du droit naturel. Donc je vais pas développer là-dessus, mais voilà. Et donc en fait, le truc c'est que à partir du moment, je pense, où le droit civil entre en contradiction avec ce droit naturel, cette raison naturelle et tout ça, le truc c'est que Hobbes se dit que dès qu'il y aura cette contradiction-là, les gens ils vont se rebeller, parce que il le dit pour la peine de mort, par exemple, il dit quelqu'un qui est condamné à mort et qui n'a pas envie de se laisser faire, il ne se laisse pas faire et il a le droit, c'est légitime. Parce que si on arrive à un moment où notre état porte atteinte à notre vie, dans notre raison naturelle, c'est absolument impossible pour notre raison naturelle de se dire je vais me laisser mourir. Pour Hobbes en tout cas. Et donc du coup, je pense qu'en fait il se dit qu'il y a un édifice logique imparable qui est là en fait, comme on l'a dit, Hobbes s'écrit en guerre civile, donc son enjeu c'est préserver la paix. Donc si logiquement son édifice est imbattable, ça veut dire que tant que les conditions nécessaires ne seront pas réunies pour se rebeller et foutre le sbeul, eh ben on ne foutra pas le sbeul. Parce qu'il n'y aura pas d'intérêt à le faire, il n'y aura pas de raison de le faire et tout ça. En revanche, je pense que Hobbes pense qu'à partir du moment où ta vie est en jeu, la logique et la loi, tu n'en as plus rien à foutre. Et que du coup, peu importe que logiquement son truc il soit parfait, irréprochable, imbattable et que on y trouve justement une limite là-dedans, parce que le jour où t'as plus rien à bouffer, la loi tu t'en branles. Mais tellement tu t'en branles. Je veux dire, c'est pas pour rien que les gens qui ont la dalle ils volent. Parce que t'as la dalle, donc franchement la loi t'en as strictement rien à foutre. T'as faim. Donc voilà. Oui d'accord, donc en fait il se fait pas trop de soucis sur l'édifice logique parce qu'en gros son argument c'est de dire que le jour où il faudra que ça tombe, ça tombera, c'est ça? Globalement oui, c'est ça. C'est que la logique, bah c'est bon quand t'as quelque chose dans le bide quoi. D'accord. Et ben dis donc.
ça m'a fatigué tout ça. Mais soit. Non, mais franchement, c'était pas mal. Bon, bah voilà, j'en ai terminé avec ce petit encart sur Ops. Alors, toi, tu peux retourner à ta musique. Et puis toi, eh bien, si cette vidéo t'a plu, t'as appris des choses. Déjà, si elle t'a appris des choses, n'hésite pas à me le dire. Et si elle ne t'en a pas appris et que tu trouves qu'il y manque d'autres choses, n'hésite pas à me le dire non plus. Dans les commentaires, et nous discuterons, et ce sera très bien. Et d'autant que je ne sais pas encore si je vais faire un contre-coup ou pas sur cette vidéo-là de Ops. Parce que j'ai envie d'avancer plutôt rapidement sur d'autres thèmes, plutôt que de toujours m'apesantir sur des trucs. Donc ça dépendra vraiment des retours que je reçois. L'avantage, c'est que quand t'as pas beaucoup de gens qui te suivent, tu reçois pas beaucoup de retours, et donc c'est assez facile de tout gérer correctement. Bref, n'hésite pas du coup à liker cette vidéo, à la partager et voire à t'abonner à la chaîne si elle t'a plu. J'ai malheureusement un rythme très sporadique dans la mesure où je suis en Master 2 et que je suis très occupée. Mais tout va bien. Ça ira, je vais continuer, je vais essayer d'accélérer. Enfin, on va voir, je vais pas du tout faire de promesses parce que... parce que... Et voilà. Écoute, je tiens, avant de te quitter, à saluer Black Cat Tango pour la musique générique de fin. Donc merci Steve. Et je crois que c'est tout. Donc ce sera tout. Je te dis à la prochaine et bonne année. Play me the fool like our love was a game, you know. The devil woman gonna drive